Bonjour à toutes, bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer ce format de témoignage, d'histoire de vie qui me tient à cœur de me mettre en avant de plus en plus. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi de commencer avec l'histoire de Hanan, qui est une femme que j'affectionne énormément et voilà, qui j'ai eu le plaisir de rencontrer l'année dernière. Elle a participé d'abord au pèlerinage La Voie des Maries au Caire. Et ensuite, elle est revenue en Égypte au sein de ma formation en soins d'onction et saignants égyptiens, Rosa Magdala. Et de suite entre nous, il y a eu une forme de reconnaissance, de familiarité, quelque chose de familier, de cocooning, de tendre. Et Hanan, c'est une Palestinienne française qui a une histoire euh, atypique, qui, à mon sens, mérite d'être entendue et qui représente aussi quelque part toutes les différentes histoires, toutes les différentes manières aussi que de vivre avec cette identité palestinienne, de survivre avec cette identité palestinienne. Et je me suis aperçue que quand même, les Palestiniens, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, ça restait une masse. Les Palestiniens, là-bas au loin, les Palestiniens, il y a, il y a très peu, je trouve, de personnalisation au sens où on entend peu les Palestiniens prendre la parole. Dans les médias aujourd'hui, on parle à leur place, on invisibilise leur histoire, leur prise de parole, on les déshumanise totalement. Et pour moi, donner la parole à Hanan, c'était très important, justement, pour qu'elle puisse nous raconter son histoire, pour qu'elle puisse témoigner de son identité, que l'on puisse cerner à quel point c'est une identité qui est complexe et qui se vit de différentes manières, et que l'on puisse mettre un visage, une voix, justement, une histoire sur une femme palestinienne parmi d'autres, qui est proche de nous, qui est proche de vous, et qui a des choses à dire, qui a des choses à raconter. Pour moi, c'est important de donner cette parole, d'offrir cet espace de parole, qui est, je pense, aussi extrêmement thérapeutique pour elle, d'avoir un espace de totale liberté d'expression, de bienveillance, bien sûr aussi, de tendresse, et de pouvoir mettre en avant des femmes comme elle, des histoires comme la sienne, pour sortir justement les Palestiniens de cette forme de masse abstraite, de lointain euh, malheur, de lointaine souffrance, et rapprocher de nos cœurs, rapprocher de vos consciences, et de faire prendre conscience aussi que si on ne donne pas la parole à ces personnes-là, eh bien, pourquoi devons-nous attendre qu'un tel ou qu'un tel leur donne, ou nous donne la parole? Je dis souvent, je n'attends pas qu'on me donne la parole, je la prends. Et lorsque je sens qu'il y a besoin de prise de parole de certaines personnes, j'offre ces espaces comme cela. Donc, je vous souhaite une très belle rencontre avec Anna, une belle écoute. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bonjour Anan, et puis je te remercie d'avoir accepté de prendre cette parole et d'avoir cet échange avec moi et avec nous. Je sais que c'est compliqué, que c'est un challenge aussi pour toi, et donc merci vraiment d'être là et de pouvoir témoigner. Est-ce que tu peux, même si je t'ai présenté un petit peu via mon prisme dans l'introduction, est-ce que toi tu peux bien prendre la parole pour voilà, te présenter, qui tu es et qu'est-ce qui t'a poussé aussi à accepter mon invitation? Bonjour Unati, c'est moi qui te remercie pour ton invitation. Effectivement, donc moi je m'appelle Anan Rodois, je suis franco-palestinienne, je suis née en Palestine de parents palestiniens et j'ai vécu là-bas à 18 ans. Et après je suis venue en France faire mes études, où j'ai rencontré mon mari qui est français et on s'est mariés, on a deux enfants qui sont grands maintenant. J'habite dans la région de Nantaise, donc en Loire-Atlantique. Et moi, donc, j'ai fait des études en France, donc j'ai appris le français, j'ai fait des études de biologie. Après, j'ai bifurqué vers l'enseignement dans la langue anglaise. Donc, j'avais un centre de formation, j'avais des clients qui venaient, donc particuliers et pros.
Et depuis 2, 3 ans, ça a aussi switché sur la partie spirituelle, donc où j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes, surtout dans leur cheminement pour gagner en force, en paix intérieure, etc. Et c'est là où je t'ai connue et que voilà, que tu m'accompagnes aussi sur le chemin de mon accompagnement. Hmm. Voilà, quoi dire d'autre? Donc voilà, aujourd'hui c'est une date voilà un peu spéciale pour s'exprimer en tant que Palestinienne. On est le 7 octobre, donc voilà, il y a 2 ans, les troubles, la guerre s'est déclarée à Gaza et voilà, ça continue malgré tout. Mhm. Euh, voilà, Donc, tu as passé toute ton enfance, de ta naissance à tes 18 ans en Palestine, c'est ça? oui, oui, Et où précisément en Palestine? à Ramallah. Ramallah. Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu où c'est, peut-être, pour les gens qui ne connaissent pas, par rapport... Euh, Jérusalem, mais au fait, le pays, il est, oui, pour les gens qui connaissent pas, le pays, si on regarde ta tasse, voilà, divisé en plusieurs parties. En fait, il n'y a pas une section qui s'appelle la Palestine, une section qui s'appelle Israël. Ce sont des villes qui sont mélangées sur le même territoire. Quasiment au centre, il y a Jérusalem et au-dessus, il y a Ramallah. En dessous, il y a Bethléem. Il y a d'autres villes palestiniennes, Naplouse, Hébron, Beth Sahour, etc. Donc, ce sont des villes palestiniennes qui sont aussi, il y a à côté des colonies, à côté des villes israéliennes aussi. Hmm. Donc, Est-ce que Ramallah, c'est un petit peu comme Bethléem? Moi, je me souviens quand je suis allée à Bethléem, tu as tout un grillage, en fait, et des murs qui entourent Bethléem. Est-ce que c'était pareil pour Ramallah? Ramallah, oui, en sortant de Ramallah, il y a bah, le mur, il entoure toute la partie palestinienne, de toute façon. Qui a été installé pour empêcher les Palestiniens de circuler librement. Oui, à la sortie, il y a à, à côté du Mukhayyam Qalandia, donc le camp de réfugiés de Qalandia, qui est à la sortie de Ramallah et qui nous permet l'accès à Jérusalem. Donc là, il y a un checkpoint, barrage militaire, Mhm. avec le mur, bien sûr. Le mur, il est là, plus le checkpoint. Où il faut avoir une autorisation spécifique. Par exemple, moi, quand j'y vais là-bas, j'y vais en tant que Palestinienne. On refuse de voir mon passeport français, parce que je suis française donc depuis quasiment 30 ans. Et il faut que j'ai une autorisation pour passer de Ramallah à Jérusalem. Voilà. Ok. Donc, Et tu as fait toute ta scolarité à Ramallah ou tu sortais de Ramallah pour aller à l'école, par exemple? non, Comment j'ai ça se fait, passait? oui, jusqu'à mes quasiment 18 ans, oui, à Ramallah. Et après, comme je savais que j'allais aller en France faire mes études avec l'aide du consulat français à Jérusalem, je suis allée à Jérusalem prendre quelques cours de français. Et j'avais, bah là, ce qui était beau, c'est que ma prof, c'était une juive, une israélienne, Nadine, je me rappelle d'elle. Et voilà, on était mélangés, palestiniens, israéliens, enfin juifs, chrétiens, musulmans, tout le monde était ensemble. Donc Hmm. effectivement, il y a juste une petite période de quelques mois où j'allais à Jérusalem pour mes cours de français. Comment tu te sentais à Jérusalem? C'est la Hmm. paix. Hmm. Même quand je suis allée il y a 2 ans, je suis revenue, j'ai dit à tout le monde, ben, j'ai senti la paix là-bas. Les gens, ils vivent ensemble, de toute nationalité, toute religion. J'ai vraiment vu la paix en 2023, l'été 2023. Donc, un mois Ah avant, oui. oui, un Hmm. mois avant oui, le Hmm. problème. Donc, les gens, ils veulent vivre en paix, en fait. Oui, oui, c'est ça. Il y a bien une différence à faire parce qu'il y a beaucoup de confusion entre le peuple qui vit là-bas, à part quelques minorités, et le gouvernement actuellement en place. Mm. C'est sûr.
Ça, moi, je peux témoigner que moi, j'ai vu la paix. On allait dans des restaurants palestiniens comme des restaurants israéliens. Il y avait des Palestiniens qui venaient travailler dans la partie israélienne, des Israéliens qui vendaient des choses aux Palestiniens. Et en fait, Jérusalem, finalement, le marchand palestinien et le marchand israélien, il y a quoi, 3, 4 mètres qui les séparent. Donc, voilà. Et ils vivent ensemble, hein. Eux, ils veulent la paix. Ils Mm. veulent vivre en paix et puis en sécurité. Moi, ce que je trouve très beau comme symbole qui m'a beaucoup touchée quand j'y suis allée la première fois, c'est quand j'ai appris que la famille qui avait la clé du Saint-Sépulcre, c'est une famille musulmane, puisque Mm. les confréries, les communautés chrétiennes n'arrivaient pas à s'entendre. Ça a été donné à une famille musulmane. Donc, c'est un musulman qui, tous les matins après le Fajr, vient ouvrir le Saint-Sépulcre et vient la fermer. Je trouve ça magnifique, en fait. C'est un C'est très très beau beau. symbole. Mm. C'est très beau. Mais on vit ensemble. Moi, j'ai toujours vécu avec les musulmans, les juifs. Voilà. Pour nous, enfin, pour les gens sur place, il n'y a pas de différence. On n'est Mm. pas en guerre. Voilà. Et comment c'était pour toi? Est-ce que tu te souviens un peu de ton enfance? Comment tu as vécu? Quand tu étais enfant jusqu'à 18 ans, donc j'imagine que quand tu es enfant, tu es un peu inconscient, même si je trouve que les enfants palestiniens ont un niveau de conscience différent. Mais est-ce que tu avais conscience de la réalité qui était la tienne, qui était différente peut-être que ailleurs? Ou est-ce que parce que tu as toujours connu cet état-là, c'était la normalité? Tu t'es pas posé la question pourquoi il y a un mur? J'imagine que oui, mais euh, comment tu grandis en fait dans ces conditions-là? J'avais pas, enfin, on était un petit peu comme formaté aussi à vivre de cette manière-là. Donc, une vie très simple dans le sens où bah il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de café, on pouvait pas apprendre à nager, on pouvait pas faire du vélo, il n'y avait pas de club, il y avait rien de tout ça. Donc effectivement, peut-être que j'avais conscience qu'il y avait autre chose de mieux ailleurs, ce qui m'a poussé inconsciemment de sortir de Palestine. Au fait, le but c'était d'aller faire mes études. Après, la vie a fait que je suis restée, mais peut-être que inconsciemment, je pensais qu'il y avait autre chose de mieux ailleurs que bon, il y avait la télé. Je voyais qu'il y a d'autres peuples qui ils vivaient d'une autre manière, mais nous, c'était vraiment fermé. On pouvait pas circuler, on pouvait pas aller à droite et à gauche. Il y avait aussi l'aspect du danger. Il Mhm. y avait du danger aussi, donc on pouvait pas aller n'importe où dans tous les lieux comme on veut. Donc peut-être que toi, tu as visité des choses en Palestine, enfin plus que moi. Tu as vu des lieux que moi, j'ai pas vus. Hmm. Et Et- donc, oui, enfant, c'était ça. Puis moi, je suis de la génération de la première intifada de fin des années 80 et la guerre du Golfe en 90-91, voilà. Est-ce que tu peux justement expliquer pour ceux qui connaissent pas ce que c'est l'intifada? Parce qu'est-ce qu'on entend par première intifada? L'intifada, c'est entre guillemets la guerre des pierres. En fait, c'est les locaux, enfin les Palestiniens, en dehors de tout ce qui est armée, police, voilà, qui se manifestent. C'est un ras-le-bol de tout parce que on n'a pas de liberté, parce que voilà, le contexte politique est très difficile. Et donc, qui vont, par exemple, sur les checkpoints, qui balancent des pierres, des cailloux. Qui interpelle peut-être des chars israéliens. Enfin, voilà, c'est ça. Le Hmm, pire. c'est la C'est résistance. la Ouais. résistance, la révolution des locaux, voilà, du peuple. Mm. Et tu te rappelles de cette période précisément? Est-ce que tu as des membres de ta famille qui ont participé, des voisins? Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? C'était compliqué parce que c'était comme le confinement. Au fait, c'était couvre-feu. Ok. Couvre-feu, toute la ville est fermée et on pouvait pas acheter à manger, à boire comme on voulait. En fait, ça s'ouvrait 1 ou 2 heures par jour de temps en temps et après, bah, ils obligeaient les commerçants à fermer les magasins. Bah, les rues, bah, comme le confinement, les rues vides, on n'a pas le temps de sortir, le droit de sortir ouais, c'était compliqué. Je me rappelle surtout une anecdote où quand j'ai passé mon bac, c'était un bac jordanien, parce qu'on n'a pas de bac, on n'avait pas de bac palestinien.
Et on était dans une grande salle et je me rappelle, on nous a balancé des bombes lacrymogènes par les fenêtres pour nous perturber. Donc les bombes lacrymogènes, c'est horrible quoi. Voilà, ça peut même Mm. étouffer. Et ouais, c'était compliqué. Mm. Ouais, Et c'est. tes parents, ils sont d'origine de Ramallah aussi ou d'ailleurs, où ils se sont installés ensuite? Ok. Ouais, ouais, ouais. Papa, oui, papa, il est décédé il y a longtemps. Il était, oui, de Yes. Ramallah. C'était le Mukhtar, l'élu, un petit peu. C'était à la place du maire dans le temps, il y a très, très longtemps. Ouais, ouais, et puis, oui, maman, elle vit encore là-bas. Toute ma famille est là-bas. Voilà. Donc là-bas, tu as quoi? Tu as ta mère, tu as des Mon frères et sœurs. j'ai deux sœurs et un frère, donc, qui sont mariés avec des enfants, dont un de mes neveux qui est décédé il y a 3 ans, tué par balle. De toute façon, du moment où tu es né palestinien, Hmm. t'es pas épargné. Oui, c'est le triste sort. Il y a une phrase qui m'a touchée où on dit qu'une mère palestinienne porte son enfant deux fois, c'est-à-dire une fois quand elle le met au monde et une fois quand elle C'est l'enterre. c'est ça. Ma sœur, elle a connu ça, malheureusement. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Après, voilà, il y a autre chose, hein. Il n'y a pas de liberté. Après, il y a l'histoire de nous confisquer nos terrains, nos oliviers, parce que les oliviers, c'est la fierté d'un Palestinien ou d'une Palestinienne, c'est notre fierté. Donc, voilà, d'ailleurs, sur le vase là, j'ai le brin d'olivier. Et voilà, il y a tout. Il y a des martyrs, il y a confisqué des terrains, il y a brimé la liberté, on peut pas circuler, on peut pas avoir un rendez-vous à Jérusalem si on habite à Ramallah parce que on sait pas si on peut passer ou pas. Hmm. Mm. C'est tout ça. Et qu'est-ce qui a fait que comment ça s'est passé, ce processus pour toi? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, qu'à 18 ans, tu te dises, je vais aller en France déjà? Pourquoi la France? Et comment ce processus s'est déroulé pour toi? Et pourquoi, par exemple, ça n'a pas été le même cas pour tes frères et sœurs? Tu vois, qu'est-ce qui a été éveillé en toi à ce moment-là? Et ben moi, je me rappelle quand j'étais toute petite déjà, je disais à mes parents, je vais aller voir la Tour Eiffel. Donc, écoute, comme tu le disais, Dieu, il a mis cette graine en moi, peut-être, sans doute même. Je voulais aller voir la Tour Eiffel et j'avais envie, en fait, je sais pas, un appel intérieur fort, mais toute petite. Comment ça s'est passé? Eh ben, je suis allée voir le consulat de France à Jérusalem et je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien aller en France faire des études. Et à l'époque, ils avaient des bourses pour des Palestiniens, pour qu'ils aillent faire des études courtes, hein, à condition qu'ils reviennent aussi travailler. Donc voilà, j'ai fait les démarches, je suis allée les voir, j'ai fait mes cours, comme je disais tout à l'heure, en français. J'ai rencontré du monde, voilà, c'était très sympa. Et après, ils m'ont aidé à postuler dans les universités françaises. J'ai postulé un peu partout et j'ai été prise à La Rochelle. Donc, je suis allée quasiment 5 ans à La Rochelle. Voilà. Mes frères et sœurs, les Palestiniens sont très attachés à leur terre. Je suis attachée à ma terre aussi, sauf que moi, j'avais un autre chemin, j'avais un appel intérieur pour aller ailleurs. Mm. Et c'est vrai que les Palestiniens, on les entend, hein, ils disent on quittera pas notre terre. Donc, Mm. eux, ils quittent pas leur terre et voilà, il n'y avait pas d'appel intérieur pour eux. Pour eux, c'était normal qu'ils continuent à vivre là-bas malgré tout, malgré les difficultés. Et ils sont Et tous là-bas. Donc, comment ça a été vu, ta décision à toi et ton départ, le jour de ton départ? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Comment la famille, est-ce que ta famille a compris ta décision? Est-ce qu'elle a encouragé ou est-ce que ça a été compliqué? c'était compliqué pour une mère, oui, de Mm. quitter, de laisser sa fille partir comme ça, surtout que le père n'était pas là. Et c'était compliqué, oui, beaucoup de pleurs, beaucoup, parce que je savais que j'allais revenir au bout d'un an quasi. Donc, c'était la première fois, une petite Palestinienne de 18 ans qui sait même pas ce que c'est le monde à l'extérieur et qui part toute Ouais. seule avec sa petite valise Bordeaux et qui va en France. Et c'était compliqué, j'étais perdue.
Au début, j'avais perdu toute notion. J'avais l'impression que l'air ici, c'était pas pareil comme en Palestine. Les gens, ils parlaient pas fort, ça klaxonne pas dans les rues comme C'était trop calme au début. Je dis, oh, mais ces gens-là, ils sont trop calmes. Et c'était, oui, l'adaptation, c'était un petit peu compliqué quand même, parce que j'étais toute seule, un peu fragile, pas de parents, pas de papa, maman qui me guide ou qui me... Donc j'ai un peu galéré les premières années, enfin la première année. Hmm. Et voilà, j'avais la volonté de faire quelque chose aussi pour moi et c'était ma petite contribution pour les Palestiniens aussi. Je dis, si je fais des études, si j'arrive à faire des choses, c'est aussi pour le donner au monde. Hmm. J'ai fait ce que j'ai pu. En fait. J'ai fait des études, après j'ai bifurqué vers autre chose, mais voilà, c'était le chemin. Dieu, il m'a tracé ça et c'était le chemin. Mm. Et de vraiment aller au-delà des murs, au-delà des frontières. Et donc finalement, du coup, le deal, d'après ce que j'ai compris, c'était que tu ailles faire tes études en France et que tu reviennes après travailler avec ton diplôme en Oui, Palestine. C'était ça qui était oui, prévu à la oui, base. Et oui. qu'est-ce qui a fait que ça ne s'est pas fait comme ça pour toi? Alors, il y avait beaucoup de facteurs, parce que c'est vrai qu'au bout de 3 4 ans, tu penses bien, quand je rentrais en Palestine, c'était la prison, et ici, vous voyez, j'ai connu la liberté. C'était surtout de ne pas te faire arrêter à tout bout de champ dans la rue, demander ta carte d'identité, parce que je me baladais avec ma carte d'identité, on m'a dit, bah, si tu conduis pas, si tu fais rien, tu voyages pas, t'as pas besoin d'aller en ville avec ta carte d'identité, ici en France. Alors moi, j'avais toujours mon passeport, ma carte d'identité, mes trucs sur moi. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a un petit peu plu, rassurée, pour dire, bah, on me demande pas ma carte d'identité à tout bout de champ. Effectivement, on peut se faire arrêter ici par les gendarmes pour X ou Y raison, mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas de char de guerre dans les rues, il n'y a pas de Mhm. couvre-feu. Il n'y a pas, je vais aller je sais pas, de La Rochelle à Poitiers, j'ai pas besoin de demander une autorisation de l'administration. Bah, il y avait tout ça, en fait, cette liberté, ce goût. Je dis, bah, finalement, c'est ça la vie. Mhm. Il y avait ça et il y avait, bah, j'ai rencontré mon mari aussi, parce que du coup, à un moment donné, j'ai dit, soit je rentre et soit je reste là. Et j'avais pas culpabilisé à rester, parce que je savais que j'allais pouvoir les aider de loin, de Mhm. faire quelque chose de loin, les aider psychologiquement, les écouter, leur envoyer de l'argent, voilà, tout ça. Et voilà. Et comment a été accueilli? Est-ce que tu as vu, par exemple, euh, alors à l'université peut-être pas, je sais pas, mais ou même dans le monde du travail au quotidien, est-ce que tu dévoilais ton identité palestinienne ou pas du tout? Et est-ce que tu as vécu des choses par rapport à ton identité en France? Oui, j'ai vécu des choses. Alors, au début, je disais que j'étais palestinienne. Donc, ça, cette histoire, c'était en 91, hein, donc il y a là, beaucoup d'années. J'étais pas née. Tu vois? En 91, cette histoire. Et ben, oui, au début, je dis oui, je suis palestinienne. À l'époque, il y avait. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de Palestiniens dans la région. Tout le monde disait le même mot. Les Palestiniens, c'est des terroristes. Mhm. Moi, je comprenais pas parce que pour moi, bah non, enfin, j'étais pas une terroriste. Après, il y a une anecdote où ça s'est passé à la sous-préfecture de La Rochelle. C'est que quand je suis venue en France, et il n'y avait pas encore d'État palestinien, donc j'avais un document où c'était marqué dessus laissez passer. C'était pas marqué passeport, mais laissez passer. Et tout était marqué en hébreu, puisque c'était voilà, Israël qui délivrait ça pour les Palestiniens. Et la nationalité dedans, c'était marqué jordanienne, puisque les Palestiniens n'existent pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Anan? Anan, elle voyage avec un laissez-passer, même pas un passeport israélien, et dedans nationalité jordanienne. Je vais à la sous-préfecture pour demander ma carte de séjour étudiant. Je remplis un formulaire. À l'époque, j'arrivais à peine à lire, à déchiffrer les choses. Et nationalité, bah, moi, je suis quoi? Je suis palestinienne. Donc, je mets palestinienne. Mhm. Et quand je leur ai donné les papiers, ils comprenaient pas. Ils ont dit, oh là là là.
C'est quoi ça? Et t'es palestinienne, t'es jordanienne ou t'es israélienne? Ce que vous voulez. Voilà, ils ont jamais vu ça. Alors moi, je comprenais pas ce qu'ils me demandaient. Et alors, je me suis Mm, mise à pleurer. Je savais pas ce que... mm, J'ai dit, mince, j'ai fait un truc pas bien. Et je me rappelle, ils m'ont appelé, je sais pas si c'était le préfet ou je sais pas, un monsieur qui est venu, costard cravate et tout, il me parlait. Après, j'ai appelé un ami qui m'a dit, si jamais un jour tu es dans le pétrin, tu m'appelles. Il leur a expliqué. Alors, ils m'ont dit, bah non, il faut que tu mettes ta nationalité jordanienne. Je dis, non, je suis palestinienne. Je ne suis pas jordanienne ni israélienne. Donc, tu vois, de temps en temps, bah, on ne sait pas qui on est. mm, Moi, il y a une période, je ne savais pas qui j'étais. Je suis qui? Là-bas, on me dit, bah, t'es pas né sur cette terre. Je suis pas née en France non plus. Bah, je suis née où? mm. Sur une planète ailleurs, peut-être. Donc, effectivement, il y a ouais, ce problème d'identité, cette blessure d'identité que, bah, on sait pas qui on est, en fait. Ouais, c'est... C'est vrai que la question identitaire pour les minorités, c'est ce que je vois aussi. Alors, c'est ce que je vois aussi avec ben, mon mari, par exemple, tu sais, qui est nubien, donc la communauté nubienne, qu'on tente de pousser comme ça, voilà, différemment. Et sur sa carte d'identité, il y a marqué qu'il est arabe, Ah, ouais. alors qu'il ne l'est pas du tout. Bah oui, bah oui, Et bah c'est oui. pareil, sur son passeport, il est arabe. Bon. Et quand il fait tous les papiers, etc., il est obligé. Donc, il y a cette écriture à contre-cœur de marquer arabe, alors que c'est l'identité africaine, nubienne, et cette dissonance entre l'identité réelle et celle que l'on veut t'imposer pour effacer qui tu es. Bah, c'est ça, c'est ça, Mm. c'est ça. Et ben moi, quand j'ai eu ma fille, Cassandra, en 99, mon mari, il est allé à côté de Nantes, hein, enfin à Nantes, à Saint-Herblain, il est allé à la mairie, enfin, l'a déclaré. Mhm. Et nationalité de la mère, mais ça te suit partout, au fait, ça, la Ouais. nationalité, l'identité. Nationalité de la mère, il leur a dit, bah, palestinienne. Alors, la dame cherchait dans sa base de données, il n'y avait pas palestinienne. Il n'y avait pas la Cisjordanie, il n'y avait pas les territoires de Palestine, il n'y avait rien. Elle lui a dit, mais il n'y a pas, je mets israélienne. Elle me dit, ah bon, non, non, hors de question, elle va me tuer, hein. Tu mets israélienne, vous mettez israélienne, elle va me tuer, ma femme. Et du coup, elle a fait toutes les démarches. La dame, elle était très, très gentille. On était tombé sur une perle. Elle a créé, dans la base de données de la mairie de Saint-Herblain, côté de Nantes, la nationalité palestinienne en 1999. Incroyable. Ouais. Donc, de temps en temps, on dit, bon, bah, l'humanité, elle n'est pas complètement perdue. Il y a, il Du y coup, a tes filles, sur leur carte d'identité, nationalité, c'est Palestine. Ma fille, non, non, elle est française, Elle est sauf française. que pour l'acte de naissance, ils avaient besoin de la nationalité de la mère et du père. D'accord. Le père, il est né à côté de Nantes, ça va, mais la mère, Hmm. c'est pas où elle est née. Et elles n'ont pas la possibilité de demander une double nationalité? Comment ça se passe pour les Je enfants dans sais, ces moi je cas-là? pense qu'il faut qu'ils vivent là-bas un petit peu pour demander le passeport palestinien, mais très franchement, ça, enfin, ça va Hmm. pas leur servir. Ils sont déjà palestiniens dans l'âme, voilà, ils en parlent, ils sont fiers d'être franco-palestiniens, donc voilà, je pense que ça suffit. Mm. Hmm. Donc, du coup, tu t'es mariée très jeune, d'après ce que j'ai compris. Tu avais quel âge quand tu t'es mariée? 25 25 ans, parce que Ah j'ai eu oui. ma fille à 27 ans, ouais, 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 ouais. Et comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu as exprimé que tu étais retournée de temps en temps chez ta famille. Comment ça se passe pour toi, les démarches de retour? Et comment tu te sens accueillie ou non accueillie quand tu retournes là-bas? À l'époque, je pouvais passer. Bah, à l'époque, j'étais obligée, enfin obligée, oui, en tant qu'étudiante en France, il fallait l'été qu'on retourne dans nos pays pour pouvoir renouveler la carte de séjour après. Au fait, la carte de séjour, elle était valable une année universitaire. Donc, tous les étés, je rentrais en Palestine. Je pouvais passer par l'aéroport israélien, pour le coup. Bah, j'étais accueillie. Alors, à l'aéroport, ça a toujours été compliqué. Et depuis, ils l'ont fermé d'ailleurs. Les Palestiniens, ils ne peuvent plus passer. Et là-bas, à Ramallah, j'étais très bien accueillie. Les gens, bah, ma famille, ils étaient fiers. Voilà, j'étais gâtée, invitée par tout le monde. Je passais 2 mois vraiment très, très bien.
Et je sais plus ce que tu m'as demandé après. Comment ça se passait ton retour, en fait, intérieurement, comment tu le vivais? Est-ce que, il y avait des difficultés aussi, pour toi de revenir? Parce que je sais que même, par exemple, encore aujourd'hui, ça peut être difficile pour toi d'y retourner. Euh, Ah bah maintenant, c'est pire. Maintenant, je peux pas. Maintenant, quand je retourne en Palestine, et depuis presque 20 ans maintenant, je ne peux pas passer par l'aéroport israélien. Je suis obligée de passer par l'aéroport, par la Jordanie, au fait, le pays le plus proche. Donc, je vais en Jordanie, et depuis la Jordanie, je traverse une section de frontière entre les Jordaniens et les Israéliens et les Palestiniens. Donc, c'est une section à côté de la mer Morte, où il fait 50 degrés à l'ombre, bien sûr. Et au fait, ce passage m'est très compliqué, très stressant, long, fatigant, humiliant, voilà, tout ça. Tu y es déjà Euh, retourné avec ton mari et tes enfants? Tes enfants ont déjà pu rencontrer ta famille là-bas? mes enfants, on est allés en 2012. 2012, ils étaient petits. Et depuis, non, ils sont pas allés. C'est très compliqué. 2012. Moi, je suis retournée il y a 2 ans, mais toute seule. Et mon D'accord. mari, oui, parce qu'après notre mariage ici, on est allé là-bas faire une cérémonie, un mariage en Palestine. Et voilà pour la famille là-bas. Donc, il est allé 4, 5 fois quasiment. Ouais. Mm. Donc, quand tu y es allé avec ta famille, eux sont passés par l'aéroport israélien et toi, toute seule par la Jordanie ou tous ensemble en Jordanie et vous avez fait le Euh, chemin? En 2012, avec mes enfants, il y avait avec mes 2 enfants. J'avais même 2 amis qui m'ont accompagnée pour m'aider à gérer les enfants parce que mon mari ne pouvait pas à ce moment-là. C'était par la Jordanie. C'était par la Jordanie. Je me rappelle, à 2 heures du matin, ils m'ont séparé de mes enfants. Ils étaient petits. Mon fils, il avait 6 ans, je crois. Hmm. Parce que pourquoi? Parce que eux, ils sont européens et moi, je Hmm. suis palestinienne. Parce que moi, à chaque fois que je voyage, je vais là-bas, je suis obligée de passer par le passeport palestinien, qui est, je suis honorée. Sauf que, enfin, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup d'obstacles, quoi. Donc, C'est, ils ont fait quoi? Ils ont pris tes enfants et toi ailleurs pour faire le passage de manière séparée? c'est ça. Parce que eux, ils ont estimé qu'ils étaient européens, moi palestinienne. Donc, eux, ils ont une navette, parce que quand on traverse cette section de frontière, il y a c'est des navettes, hein. Et heureusement que j'avais mes amis. Si jamais ils regardent cette vidéo, je les remercie encore. Et heureusement qu'il y avait mes amis qui ont dit non, non. Et au fait, la navette, elle était arrêtée à cause de nous. Et j'ai dit non, 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 mes enfants sont petits, vous n'allez pas me séparer, européens ou pas européens. Moi, non. Donc j'ai tenu tête, j'ai hurlé, j'ai angoissé pour qu'ils me laissent mes enfants. Et bah, à l'époque, on n'avait pas de portable à l'international. Donc moi, j'aurais pu leur dire à mes amis, prenez mes enfants et moi, voilà, on se retrouve sur l'étape d'après. Mais c'est tellement dangereux et compliqué que non. Ouais. Tu as pu du coup pas faire le passage avec eux finalement? Oui, 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 finalement. Si je me rappelle bien, je me rappelle pas que ils voulaient me séparer de mes enfants, mais j'ai dit non. En fait, tu évolues constamment dans une énergie de lutte et de revendication. En fait, tu n'as pas le choix C'est ça. Et de peur. et de peur. Et c'est ça. Alors, j'imagine que c'est extrêmement fatigant en fait au quotidien, psychiquement et mentalement. Je trouve tu vois, on parle pas assez aussi de l'impact psychologique Mhm. que ça a en fait sur les Palestiniens, sur toutes ces minorités-là, au-delà bien sûr de voilà des décès, etc. Mais il y a une construction psychologique autour de l'identité, autour de la conception aussi de l'autorité, de la peur, comme tu dis. C'est ça. Moi, ça me révolte à chaque fois quand on dit mais pourquoi ils sont autant en colère, pourquoi ils sont autant révoltés? Parce que dès l'enfance, en fait, moi, je suis toujours, quand tu vois les petits garçons, surtout les petits garçons face à des soldats israéliens qui sont Mhm. des petits hommes, en fait, et pour eux, comment dire, c'est un environnement normal d'évolution pour eux. C'est ça. Il n'y a Ben, pas d'enfance. ils ont connu que ça. Ouais. Quand tu as connu que ça, ce que je disais, tu peux imaginer qu'il y a mieux ou autre chose ailleurs, mais tu sais pas ce que c'est au fait. Tu crois que la vie, elle est comme ça. Mais c'est ça, ils évoluent dans ce contexte et pour eux, bah, c'est la vie. C'est comme ça.
t'es né, t'es devant les soldats, tu balances des pierres et puis tu vis dans la peur, dans la contrainte et voilà. Mm. Mais mais t'as raison, c'est un vrai problème, hein, tout ce qui est côté psychologique et dans quel contexte ils évoluent ces enfants. Mais depuis mon époque jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est Mhm. même pire. Oui. Maintenant, c'est pire. Mm. Et de l'autre côté aussi, c'est-à-dire du côté israélien aussi, depuis enfant, toute cette Mm. manipulation que Mm. subissent les enfants aussi, tu vois, cette Ah, c'est ça? opposition constante qu'il y a entre Ouais. les deux. Ouais. Mm. Et aujourd'hui, avec le climat actuel qui s'est accentué depuis 2 ans, est-ce que tu as vu une transformation de la manière dont les autres te perçoivent en France ou ailleurs en tant que Palestinien? Alors, est-ce que tu oses, par exemple, te dévoiler en tant que Palestinienne ou est-ce qu'il y a quand même pas jusqu'à aller, si on peut peut-être aller jusqu'à la peur de te dévoiler ou comment tu vis en ce moment le climat actuel? Bah, je me suis toujours cachée, hein. Il y a beaucoup de fois où j'ai eu peur de dire que j'étais palestinienne, surtout quand je voyage ou sur les frontières, je me cache un petit peu. Euh, c'est toute notre histoire, en fait, hein. Enfin, on se cache par peur, parce qu'on a vécu dans la peur et on continue, en fait. Tu dis je suis d'origine palestinienne, bah, pour moi, entre guillemets, ça craint, en fait. C'est comme si j'étais pas légitime à me montrer, à dire qui je suis. Depuis 2 ans, je pense que beaucoup de gens, ils ont compris beaucoup de choses sur la situation parce que moi, beaucoup de mes clients, ils me disaient, mais on ne sait pas ce que c'est la Palestine, Israël, c'est où, c'est quoi ce pays, c'est deux pays différents, mais c'était mélangé dans leur tête. Et je pense que depuis 2 ans, il y a eu euh, cette compréhension, cette conscience où les gens, ils voient ce que c'est, au fait, ce conflit. Et oui, enfin, je me cache pas tout le temps, hein. Des fois, enfin, il y a des circonstances où je suis fière de dire, mais des fois, je me dis, pour éviter des problèmes et des arrestations ou des interrogatoires, effectivement, je dis pas d'où je viens. Mm. Ouais, Il y c'est. a un autre aspect de ton histoire, si tu acceptes aussi qu'on en parle, qui moi je trouve aussi fort dans ton identité, c'est que, alors un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'au début, par exemple, moi j'ai vu au le lendemain du 7 octobre, c'était dans les consciences collectives une opposition entre juifs et musulmans. Il y a Mm. eu vraiment, les médias se sont acharnés à nous faire croire que c'était une guerre de religion ou théologique, etc. Et on a peu parlé, je trouve, on donne peu la parole ou je pense aussi que peu l'apprennent dans le christianisme en général, en fait, même si le pape, les deux papes, François et le pape actuel, prennent la parole. Mais c'est vrai ça a créé aussi un schisme, en fait, une séparation parmi les chrétiens, je trouve. Les Mm. chrétiens occidentaux, qu'il y en a certains qui sont pro-Israël, etc. Et ceux qui comprennent que parmi les Palestiniens, et c'est pas en fait que des musulmans, c'est pas une opposition juif-musulman, et je Mm. trouve que tu as aussi dans ta minorité, entre guillemets, de palestinienne, tu as aussi cette voix chrétienne qui est totalement étouffée aussi, Mm. Mm. qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Et même des fois, j'ai des personnes qui me disent, ah bon, mais il y a des Palestiniens chrétiens. Bah, ça paraît évident, mais en fait, les gens ne sont pas conscients de ça. Non, non, ils sont pas. Et, et toi, du coup, est-ce que tes deux parents étaient chrétiens? Est-ce que tu as été élevé dans la foi chrétienne? Si tu acceptes, hein, quelle place tu as aussi quelle place a ta foi? Comment tu l'as vécu en Palestine? Est-ce que c'est différent pour toi aussi en France, cette foi? Est-ce que tu es, alors moi je me permets, est-ce que tu es Je t'en catholique, prie. orthodoxe? Tu vois, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu acceptes d'en parler? Bien sûr, avec choix. Mes parents, oui, tous les deux, ils sont palestiniens chrétiens, effectivement, parce que les chrétiens en Palestine, on est 4%, 4-5% peut-être, mais on existe, oui, effectivement, les chrétiens d'Orient. Moi, j'ai été baptisée chez les orthodoxes.
les Grecs, c'est ça. Et après, pour ma première communion, ma deuxième communion, c'était chez les catholiques. Donc, il n'y a pas de frontière, en fait, j'ai envie de dire. Là-bas, ce que je disais au début, les gens entre eux, ils vivent d'une manière très... voilà, ils vivent ensemble, quoi. Il y a pas de séparation. La séparation, elle est communiquée à l'extérieur du pays, puis à d'autres, le système, il l'impose. J'ai été même à l'école, on a appris le Coran, donc tu vois, moi j'ai tout en moi, ce que je te disais une fois, je suis chrétienne, mais effectivement, je peux prier. À ma foi là-bas, effectivement, j'allais à l'église, j'allais beaucoup à Jérusalem, parce que Jérusalem pour moi vraiment c'est un lieu, j'en rêve la nuit au fait, j'ai une connexion très forte avec cette terre. Et oui, j'allais prier à Jérusalem. Je, voilà, en foi chrétienne de là-bas. J'allais à l'église de temps en temps. En France, au début, bah, effectivement, j'étais coupée de tout ça parce que j'étais focus sur mon évolution, mon apprentissage, mais tout ça. Et il y a, bah, depuis 25 ans peut-être, je suis revenue sur cette foi chrétienne et bah, j'ai essayé de rassembler tous ces bouts en moi. Et voilà, je suis chrétienne, mais aussi j'ai beaucoup de graines à l'intérieur de moi, de l'islam, de tout, de toutes les religions. Comme tu nous dis, on construit des ponts, donc ça c'est beau aussi, entre les religions, entre les... Je me souviens d'un moment où, quand on était au Caire à la mosquée Hussein, et donc je suis allée prier avec les femmes. Et je finis la prière, je te vois à côté, tu me dis, tu m'as pas vu, je suis venue prier avec toi. Je dis, comment ça? Et c'était un très beau symbole. En fait, enfin, voilà, ça m'a beaucoup C'est ça. touchée et de voir que ben, c'est pas que dans les paroles, dans l'acte, voilà, c'est une prière commune qu'on a partagée. Tu étais là, chrétienne, avec les sœurs musulmanes et on a prié ensemble. C'est Je trouvais ça. ce symbole magnifique. Mm. C'est ça. Bah, j'ai mis le voile, j'ai prié. Pour moi, il y a pas. Hein. Je peux très bien dire Bismillah comme voilà, au nom de Jésus, comme et d'ailleurs là j'ai des versets du Coran, j'ai la Sainte Vierge, j'ai Isis, j'ai euh, j'ai besoin de tout ça. Mm. J'ai besoin de tout ça. C'est vrai que cette séparation aussi, ce que peu de gens comprennent, c'est que les chrétiens qui vivent en Orient, en fait, les messes, alors à part certains pays comme l'Égypte où c'est en copte, mais c'est en arabe finalement. Donc, Oui, en arabe, sauf chez les orthodoxes, c'est encore en grec, hein, c'est ça. Oui, bah, comme on a vu au Caire, à l'église, bah, c'était quoi, Zitoun? Je sais plus. c'était du copte, Non, pas Zitoun. Mince, là où l'église il y a suspendue. oui, voilà, oui. C'était, ouais, il me semble que c'était le même langage. Après, c'est en arabe, oui, effectivement, oui. Mm. Mm. Bah, Ouais, c'est exactement comme en Égypte, hein, comme on a voyagé ensemble, oui, hmm. comment tu t'es sentie en Égypte, justement? Ah, j'étais très bien. Ça m'a rappelé la Palestine, bien sûr. C'est un pays arabe, donc c'est la même ambiance, quasiment la même culture, la même langue, on mange pareil, et c'était beau, ça m'a ressourcé, ça m'a rempli, voilà, c'était beau. Mm. C'était bien en Égypte, ouais. Et puis surtout quand on a visité les lieux saints, c- c'était peut-être des bouts que j'avais besoin d'avoir aussi en moi, par rapport à ma foi, par rapport à tout ce que j'ai en moi de la Terre Sainte, de la Palestine, de Jérusalem, Bethléem, Nazareth. Et là, c'est venu compléter cette partie. Et ouais, c'était beau. Et je vois le changement depuis, au fait, ça fait un an déjà. Mm. Le mois prochain, ça fera un an. Oui, c'est vrai. Mm. Oui, le mois prochain. C'était en novembre 2024. Ça passe incroyablement vite. Oh, oh, C'est incroyable. ah oui, ouais. Ouais, ouais, c'était beau, l'Égypte, ouais. Et il y a une question qui me vient. Est-ce que parce que toi, tu es française et tu as des papiers français, est-ce que ça peut faciliter, par exemple, est-ce que tes frères et sœurs, ta famille peut te rendre visite en France ou pas du tout? Ça facilite en rien.
Ok. Ils sont en prison quasi, donc ils ont des formalités incroyables pour pouvoir sortir, donc ils sortent pas finalement. Mm. C'est pareil, ça va être par la Jordanie, c'est un périple. Hmm. Non, ça change rien. Et au Mm. niveau du travail, donc tu disais donc par exemple, en fait c'est ça qui est dingue, c'est que c'est vraiment deux organisations, deux sociétés parallèles en fait. Il y a très très peu de Palestiniens qui travaillent, en tout cas qui ont l'autorisation de travailler à l'extérieur en tout cas dans les villes israéliennes. Est-ce que Israélienne. Il y en a, il y en a, il y en a. C'est pour ça, le peuple, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble. Moi j'avais, enfin j'ai toujours des oncles qui étaient dans la partie palestinienne, qui traversaient pour aller travailler dans la partie israélienne. Et leur chef, il était israélien, ça se passait très très bien. Hmm, Sauf que maintenant, voilà, 5 ans après, il y a le mur, il y a les barrages, bah tu peux pas au fait. Des fois dans des vidéos, on les voyait avec leur tasse de café à 4 heures du matin faire la queue devant le barrage militaire pour espérer de traverser vers 7 8 heures du matin. Tu peux pas vivre comme ça de lundi à vendredi quoi ou dimanche, c'est impossible. hmm. Et c'est pas non. Moi oui, c'est Moi je me ouais, souviens la deuxième fois que j'y suis allée, c'était en 2019, 9. c'est ça? 2019, oui. Et c'est vrai que quand même, dans les rues de Jérusalem, la violence, elle est quand même là. Et la violence, elle est quand même là. C'est assez paradoxal, en tout cas moi, c'est ce qui m'a bousculé cette fois-là, c'est qu'il y a la paix que tu dis, la paix qu'apporte Jérusalem, la paix de tous les pèlerins qui viennent, les trois religions qui se côtoient, etc. Mais en parallèle de ça, il y a une violence en fait quasi permanente où moi j'ai vu des soldats arrêter des enfants dans les rues en fait de Jérusalem, hein, dans les différents passages de porte. C'est ça. Euh, l'époque, j'étais même pas encore musulmane. J'étais pas Mhm. voilée, rien, mais je me suis fait cracher dessus. Euh, juste parce que je demandais quel était le passage pour aller à la mosquée. Il Et, fallait euh, pas. mais à l'époque, j'étais pas aussi. Moi, j'étais. Comment dire? Il y a eu vraiment des graduations de mon innocence par rapport à plein de choses, tu vois. Et ça a participé à mon chemin. Je me rappelle de cette frustration. J'ai passé l'après-midi à demander mon chemin pour aller à la mosquée. Je la voyais là et je me dis, mais je sais qu'on peut visiter l'esplanade même en n'étant pas Oui. musulman. Donc à Ouais. l'époque, j'étais pas convertie, pas encore, mais j'étais en chemin. Et je me suis dit, ben, je veux y aller. En fait, je veux y Mhm. aller. Et puis j'étais frustrée parce que je trouvais pas le chemin. Et en fait, c'est des petits, il y a plein de petits chemins Le petit jusqu'au cheval. moment, ouais, jusqu'au moment où j'arrive devant. Là, je vois la porte verte et tout. Je me dis, waouh, ça y est, on y est. Je mets Hmm. un voile, etc. J'avais une femme qui était avec moi à ce moment-là. Et en fait, j'ai été choquée de voir que c'est des soldats israéliens qui gardent la porte. Et en fait, ils me disent, tu passes pas parce que t'es pas musulmane. Je dis, mais alors, mais je peux rentrer visiter. Enfin, je suis une touriste, quoi. Je veux visiter l'esplanade. Et à l'époque, ils m'ont demandé de réciter Al-Fatiha. Mais je la connaissais pas. Je n'étais pas encore convertie. Et je me rappelle, je suis rentrée après le soir à l'hôtel. Et j'ai essayé d'apprendre la sourate pour le lendemain pour retourner. Et j'y suis retournée. Je me suis pris la honte parce que j'ai oublié la moitié. En fait, ils ont capté, ils m'ont viré vraiment violemment. Et c'est sur le chemin du retour où je me suis fait cracher dessus. Ah oui. etc. Et je me suis et du coup ça réveille. Enfin moi je trouve que ça tu peux pas. C'est ce que je dis. En fait je conseille à tout le monde d'y aller, Hmm. mais tu ne peux pas y revenir intact. C'est-à-dire que Non, pour moi, d'après moi, ça réveille en fait des émotions vives où tu peux arriver avec un avis, avec une volonté de paix, etc. Mais tu repars avec un voile d'innocence, avec comment dire, une prise de position intérieure qui est Hmm. inévitable en fait. C'est ça. Mais je me dis à l'époque, comment j'étais naïve. Tu vois, par exemple, je me suis fait voler mon sac à main sur le site du baptême du Jourdain. Hmm. Tu vois, donc en fait, dans tous les lieux, même une fois, j'ai voulu rentrer dans une synagogue. Moi, je croyais que tout était ouvert. J'avais pas cette conscience encore vraiment. Et il y avait des enfants qui nous ont poussés, qui nous ont fermé la porte au nez. Donc, c'est que des chocs, en fait, Hmm. de séparation constant. Et en fait, tu te dis, mais waouh, moi, à l'époque, je venais pour marcher dans les pas du Christ, tu vois, waouh, Jésus, Hmm. amour, peace and love. Et en fait, je n'ai fait que me confronter à de la violence sans C'est cesse. c'est ça. Et là, tu te dis,
Et puis en plus, la personne avec qui j'étais, ben, je me suis aperçue qu'on n'avait pas les mêmes. Ça a révélé, en fait, Hmm. tu sais. C'était Donc pas sur la même longueur d'onde, quoi. voilà, le lien s'est brisé juste après, en fait, Ah justement. oui, Ouais. d'accord. Ok, Et là, je me suis dit, mais c'est impossible, en fait. C'est impossible de rester neutre, surtout quand tu y vas. je suis d'accord. Il y a plein de choses que je comprenais pas. Par exemple, quand je demandais, tiens, en France, on demande son chemin, bon, à part peut-être chez les Parisiens où c'est un petit peu plus froid, mais demander son chemin ou demander quelle heure il est, ou je me suis perdue, etc. Et en fait, je comprenais pas pourquoi certaines personnes m'ignoraient, certains hommes, je pense que tu vois lesquels, m'ignoraient, me répondaient pas ou me crachaient dessus quand je leur adressais la parole. Je dis, mais pourquoi? C'est ça, c'est exactement ça. Tu l'as vécu, comme nous, on l'a Pas comme vécu. vous, mais Bah, c'est que oui, tu marches dans certaines rues, tu es en danger, au fait. Même si ouais, personne te regarde, moi, perso, même si personne me regarde, voilà, je me sens en danger. Mm. ouais. Mais c'est ça, c'est deux cultures différentes à 2-3 mètres d'intervalle. C'est exactement ça. Mais il y a beaucoup d'amis, mes amis qui sont allés avec moi en 2012, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, au fait, tu vois des reportages, tu lis des livres, tu vois des vidéos, sauf que ça, c'est une chose. Et aller sur place, visiter, vivre avec les locaux d'un côté et de l'autre, c'est encore autre chose. Là, tu vis vraiment. Là, tu vois la vérité en face, tu vois leur vie en face. Mais les reportages, les machins, ça montre une facette, ça donne une idée, on va dire. Voilà, ça donne une idée. Ah oui, donc tu as vécu vraiment des choses. Et puis, Allah. il faut dire qu'il y a le tourisme spirituel qui est énorme Bah oui, là-bas, aussi. oui, Donc, ils ont tout intérêt, en fait, à ce que les gens viennent. Moi, j'ai trouvé que Mm. c'était extrêmement cher. Tout est extrêmement cher à Jérusalem. Enfin, c'est vraiment hors de prix. Ouais, ouais, Mais même, en fait, il y a cette notion monétaire dans les lieux de culte, certains, etc. Tout semble payant, etc. Et je me dis, ils ont tout intérêt à ce que les touristes continuent à venir, tu vois, bah oui, bah oui. malgré les dangers. Moi, je me suis dit, mais attends, mais en tant Mm. que personne extérieure, tu vois le danger, tu le vis et tu le ressens. Et il n'y a aucune mesure, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, je vais aller voir la police parce que tu sens que la police, elle n'est pas là pour ton bien non plus, tu vois. Ils viendront Donc, pas. même en tant que personne étrangère, entre guillemets, tu vois, tu pourrais te Ouais, dire, bon, les touristes, etc. Mais pas du tout, en fait. Tu es balancé comme ça c'est ça. et chacun pour soi, quoi. C'est un petit peu comme ça que... C'est ça, c'est exactement ça. Parce que toi, tu prends comme référence ta vie en France où t'as la sécurité, voilà, quelqu'un qui t'agresse, bah, tu vas à la gendarmerie, t'as la police, t'as les gendarmes, etc. Mais là-bas, bah non. C'est eux les agresseurs. Bah non. Le voisin, il peut brûler la voiture de la voisine. Ouais. C'est vraiment, il y a pas, tout est dans le désordre, ils ont vraiment implanté ça, le système a implanté ça. Non, bah non, tu te sens pas, effectivement, oui. Après, il y a beaucoup de touristes. Faut pas que les gens qui nous Non. entendent, ah, bah, je veux pas y aller, c'est dangereux. Et, il y a des touristes de janvier à décembre, tout le temps à Jérusalem, à Bethléem, partout. Après, voilà, c'est des voyages organisés, c'est des groupes, voilà, ils sont comme nous quand on va en Égypte avec toi, c'est autre chose. Mais effectivement, oui, on prend en référence notre vie en France. Moi, maintenant, voilà, ça fait 35 ans que je suis là, donc effectivement, j'ai plus de références là que là-bas. Et quand je vais là-bas, je dis, oh là là, mais c'est vrai, je me rappelle, oui, ils vivent comme ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est compliqué. C'est dur pour moi de revenir toutes ces années en arrière et dire, mais effectivement, je vivais ça, j'ai vécu ça et ça continue. Et ça s'arrange pas et c'est compliqué et c'est dur et c'est injuste et injuste surtout. Parce que toi qui demandais ton chemin pour aller à la mosquée, bah, t'as rien fait de mal, tu vois. Encore quand tu fais du mal, on te crache dessus, on peut comprendre, mais quand tu fais rien, on te crache dessus. Tu vois, le problème, le cœur du problème, il est là. Ben, tu sais, moi, j'ai commencé à réaliser et vraiment à m'éduquer un peu plus sur le sujet après mes 2 voyages, parce qu'en parallèle, je voyageais aussi en Égypte. Donc, ça a éveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ma propre identité, une quête identitaire qui est la mienne. Et j'ai vu aussi
Parce que, par exemple, à l'époque, tu sais, on nourrit beaucoup d'ignorance. On se dit, bon, voilà, je fais des voyages. Et moi, à chaque fois, de manière non intelligente, à chaque fois que j'allais en Palestine, soit je revenais d'Égypte, soit dans quelques jours après, j'allais en Égypte. Oula. Parce que j'avais mon mois de congé et je me disais, je fais les deux en même temps et je fais mon kiff, etc. Ah là Et, là. et en fait, ben, tu sais, l'inconscience, où à l'époque, je n'étais pas aussi éduquée et éveillée sur les sujets qu'aujourd'hui, mais ça a participé, justement. Puis on sait pas, on sait pas. Oui. On le sait pas forcément tant qu'on le vit pas. Et donc forcément, hein, la nana, elle vient d'Égypte et puis elle veut passer, elle arrive à l'aéroport de Tel Aviv, donc forcément les interrogations, forcément t'es suivi. J'ai vécu une tentative d'enlèvement à Bethléem aussi. Et puis ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai vu, ben, en plus je me suis convertie à l'islam, donc Ouais. t'imagines, Ouais. Bah, t'imagines t'as le problème. t'as tout cumulé, toi. Et donc j'ai vu que je commençais à me faire arrêter de plus en plus dans la rue. Et- Tu sais, le contrôle d'identité que je n'avais jamais vécu. Dire du jour au lendemain, je... et là, du coup, au début, ça nourrit un peu de la paranoïa, de se dire, mais Oui, bah attends, oui, bah oui, bah oui. voilà. Et puis, moi, j'ai vécu tout vraiment des trucs, tes banques qui te frisent tes comptes, des Ah choses comme ouais. ça. Du jour au lendemain, tu as la police qui toque chez toi parce que tu fais ces voyages, tu envoies de l'argent à des amis ici, tu te convertis, qu'est-ce qui se passe? Et donc, Hmm. jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que cette notion de quête identitaire, c'est pour ça que ton histoire m'intéresse, tous ces profils comme ça m'intéressent, parce que ben, je me cherche aussi dans ces tabous familiaux, tu vois. Hmm. Ah oui, je comprends. Ouais, ouais. Bah, Mm. on se cherche hein, finalement parce qu'on veut savoir. Parce que notre cheminement dans cette vie, c'est de savoir qui on est vraiment, sur tous les plans. Ouais. Donc, savoir d'où je viens, qui sont mes grands-parents, mes arrière-arrière, c'est important aussi, effectivement. Ouais. Ah oui, tu as vécu des choses. Hmm. Oui, Oh, tu donc, dois être palestinienne d'origine, toi, c'est pas possible. dans le cœur, en tout cas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a été une terre ouais, extrêmement décisive sur mon chemin. Hmm. J'ai beaucoup aimé l'énergie de Bethléem, c'est vrai. Oui. Je suis pas restée longtemps, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé Et d'où Bethléem. Hmm. le Jourdain. J'ai beaucoup aimé en fait Jourdain. l'énergie autour du Jourdain. Ouais, ouais. Tu C'est vois, beau. Ouais. Ouais. Moi, je suis allée, tu vois, au Jourdain. Je devais aller peut-être une fois quand j'étais très petite en voyage scolaire, tu vois, parce que je pouvais pas accéder à cette partie de la terre. Bethléem, oui, parce que c'est sur les territoires palestiniens, mais le Jourdain, tu vois, c'est... ouais. Mm. Nazareth aussi, tu y es allé? Oui, oui, il y a 2 ans, oui, oui. Je suis passée par Nazareth, je voulais voir, ouais, ouais. T'as un petit peu voyagé du coup il y a 2 ans. T'as pu un peu faire Un ton petit peu, tour. oui, un petit peu, parce que j'avais pas les enfants, je voulais y aller toute seule. Je voulais pas mettre les autres en danger à côté de moi. Et j'ai pu, oui, avec ma sœur, on a fait un petit périple, oui, un petit tour. Ouais, j'avais besoin. Hmm. J'ai Tu pas tout vu. envisages d'y retourner? Inch'Allah, oui, 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 rien qui peut m'arrêter, hein. Après, moi, je fais rien de mal d'aller là-bas, sauf que dès que j'arrive, parce que là-bas, j'arrive à Jéricho, après cette partie de frontière, et après, il me faut une autorisation pour circuler, une autorisation pour aller à Jérusalem. Donc, voilà quoi, dès que tu arrives, il faut que tu ailles à l'administration. Sinon, c'était sans papier, comme si tu étais sans papier. Donc, c'est effectivement très, très fatigant. Nerveusement, c'est lourd. Mais, ouais. Ah, si, on l'entendrait. Hein. Et Inch'Allah. aujourd'hui, est-ce que tu sens que ta prise de parole ou ton identité peut éveiller certaines personnes ou est importante? Est-ce que tu es encore dans cette démarche de vouloir te cacher ou est-ce que ça commence à s'apaiser peut-être avec l'âge ou avec ton histoire, je ne sais pas. Ça commence à s'apaiser, oui. Ouais. Avec l'âge, avec les expériences, avec bah, les formations, les voyages que je fais avec toi, avec... voilà, parce qu'on a des leçons aussi sur les frontières et puis on se dit, bah, finalement... je peux dire que je suis palestinienne, qu'est-ce que je risque? J'ai rien fait de mal. À l'interrogatoire d'une demi-heure, bon bah ok, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, avec les gens que je rencontre qui me disent, mais vas-y, mets-toi dans la lumière. Mais oui, mais ça fait 52 ans que je me cache, au fait. C'est ça. Hmm. Et toute ma vie, je me suis cachée par peur. Et là, c'est le moment. Là, c'est le moment. Pour moi, je le vois.
Et tu vois, sur maintenant que j'ai envie d'accompagner les femmes à se mettre en lumière, donc si moi je me mets pas en lumière, je suis pas légitime alors à les accompagner dans ça. Et, euh, et voilà, hein, même des posts sur Instagram et tout ça, jamais tu me vois en photo ou en vidéo. Mais là, je vais vers ça. Ça y est, Hmm. ça y est, ça se Oui, puis débloque. c'est important qu'il y ait cette diversité d'histoires, de communautés, de nationalités dans cette voie de la rose, on l'appelle comme on veut, hein, mais parce que c'est quand même assez uniformisé en fait, finalement. C'est-à-dire, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu par expérience, c'est-à-dire que toujours dans les cercles, dans les enseignements, il y a une vision très occidentale, Ouais. très ethnocentrée en fait sur l'Occident. Et moi, je sais que j'ai eu une difficulté à trouver ma place, donc j'ai créé ma place. Et en fait, pour moi, c'est une nécessité en fait pour des personnes comme toi que d'ouvrir des cercles pour ces voix en fait qui sont pas visibles pour différentes raisons, donc invisibilisées ou par peur, etc. Mm. euh, pour vraiment incarner en fait cette unité, pas juste la raconter ou en parler, c'est autre chose. Bien sûr, ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais oui, j'en prends conscience petit à petit. Ouais, je me dis, il est temps de. Puis je te remercie hein, pour aujourd'hui. Ça, c'était mon premier pas aussi pour me montrer, pour dire, bah oui, j'existe, je suis là, je suis une Palestinienne, je suis arrivée en France, je suis chrétienne et voilà, je suis spirituelle. Je crois en Dieu, j'ai toutes les religions en moi. Ouais. C'est pas facile parce que c'est aussi l'histoire de tout un peuple. Et je me rends compte parce que, tu vois, il y a des gens qui me disent, oui, bon, ce qui se passe en Palestine, mais toi, t'es là, tu crains rien. Je dis, mais en fait, mes racines sont là-bas. Et à tout moment, je sens que on veut les arracher, les couper, les tuer. Il y a une partie en moi qui est là-bas, qu'ils essayent de tuer, qu'un système essaye de tuer. Et puis, non, enfin, non. C'est c'est ça, hein. Quand on est né sur cette terre sainte, on est attaché à jamais en fait. Même toi qui y es allé plusieurs fois et tu t'es senti bien là-bas, c'est comme l'eau du Nil. Hein, c'est ce qu'on dit, quand tu bois l'eau du Nil, tu reviendras en Égypte. Donc là, c'est pareil, cette terre sainte. Et pour moi, c'est important, oui, et même pour mes enfants, pour mes petits-enfants plus tard. À dire, voilà, quel est le message que j'ai envie de laisser au monde? Bah, montrez-vous, en fait, mettez-vous dans la lumière, qui que vous soyez, c'est ça. On n'a pas à avoir peur, voilà, on n'a rien fait de mal, on est juste, on réclame juste d'exister, d'être là, de respirer, d'exister. Mm. Est-ce que tu as culpabilisé à un moment ou est-ce que certaines personnes ont tenté de te faire culpabiliser, d'être un peu privilégiée, entre guillemets, en France, d'avoir fait ce choix? Non, non, ma famille, non. Ma mère, oui, au début, elle a dit non, tu vas plus revenir et tout. Bah, c'est une maman, hein. Mais elle a compris, elle a très vite compris, en fait. Elle a respecté mon choix. J'ai pas eu de problème. Après, j'ai eu des problèmes familiaux après, mais ça n'a rien à voir avec le fait. Non, j'ai pas. Non. C'était vraiment fluide parce que c'était juste. Mhm. C'était juste, c'était la volonté de Dieu. Il fallait que je sois là pour une mission, pour quelque chose. Ouais, Peut-être c'est pour ça. porter cette voix, en fait, ici en Mm. Occident aussi. Ta présence C'est, rayonne quelque chose ici. mais je me dis c'est aussi important parce que quand samedi dernier, tu vois, on est allé à une fête d'anniversaire d'une amie qui est moitié palestinienne, enfin elle est palestinienne de la part de son père et à Nantes et les gens ah t'es une palestinienne, t'habites par là. Au fait c'est comme si c'était une comment on dit un peuple en voie d'extinction, que c'est bizarre de trouver un Palestinien, un vrai Palestinien. Bah si, au fait, on existe, on est là. Et effectivement, je me suis cachée des années par peur, hein, je le dis haut et fort, et parce que j'ai besoin de sortir de cette peur. Mais non, oui, ça existe, on est là et on peut porter notre voix, on peut juste dire, ah oui, on est Palestinien.
On est des chrétiens d'Orient. Voilà, moi je suis là, j'existe, je travaille, j'ai des enfants, voilà, mm. Tu as su te créer au fur et à mesure, j'imagine qu'en 35 ans en France, oui, mais tu as su te créer une communauté autour de toi, avec d'autres peut-être palestiniens ou d'autres chrétiens orientaux. Comment ça s'est construit pour toi? Est-ce que déjà tu as ce besoin ou pas du tout? Au début, je l'avais pas. Au début, je voulais être qu'avec des Français pour apprendre la langue, apprendre la culture. Parce que tu débarques comme ça, tu sais pas comment les Français ils vivent. Les premières leçons, j'ai eu que c'était chez mes beaux-parents, en fait, parce que je dis, ah oui, ils font comme ça, ah oui, ils disent comme... C'est vraiment, tu débarques d'une autre planète, hein, comme je t'ai dit. Surtout il y a 35 ans, hein, c'était encore... on était moins éveillés que maintenant, en fait, hein. On avait moins aussi d'accès à tout ce qui est Internet, machin, donc... et... oui, après, je me suis mélangée à d'autres, Ah bah, oui. c'était des Maghrébins à la fac, j'étais à la cité universitaire. Mais je voulais vraiment apprendre. Je voulais être une Française. Voilà, je voulais maîtriser la culture, la langue et tout ça. Et après, petit à petit, c'est pas très vieux, il y a peut-être 25 ans, 25 ans. J'ai commencé à chercher des Palestiniens dans la région nantaise et on était deux, Hmm. trois familles. Enfin, on s'est vu un petit peu. Après, ils sont partis. Il y en a qui sont entrés en Palestine, il y en a qui sont partis ailleurs. Et là, il y a juste Sandrine, oui, et une autre que je vois pas beaucoup. Euh, on se voit de temps en temps, oui, effectivement. Après, il y avait des chrétiens d'Orient, des Irakiens que j'ai Mhm. connus aussi, que ça m'a fait du bien de les côtoyer. On parlait en arabe, on priait en araméen. Euh, ouais. Donc c'est des périodes, des fois j'ai besoin, des fois j'ai moins besoin, et puis voilà, puis après chacun sa vie, on se voit de temps en temps, effectivement, ouais. Une à deux ou trois. On n'est pas très nombreux hein, dans la région. Même en France, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Palestiniens. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que c'est pas. Non. Lorsque, très généralement, nous, enfin, je vois, il y en a beaucoup au Caire. Il y a beaucoup de Palestiniens Mm, qui sont arrivés au Caire depuis mm. de nombreuses années. Mais c'est vrai que nous, ici, dès qu'on entend je suis palestinienne, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, de. euh, les Égyptiens hein, sont très comme ça, tu l'as vu. C'est-à-dire il y a un amour. J'ai vu des personnes fondre en larmes, en fait, face à des personnes qui disaient je suis palestinienne, parce qu'il y a ce truc de. Mm. On ressent le poids, en fait, que vous portez. Et de suite, en tout cas, moi, je me souviens quand j'ai reçu ton premier mail, je suis palestinienne, je me suis dit, mais waouh! Enfin, en fait, c'est ton identité, ce n'est pas qu'une identité, en fait. C'est ça que c'est un symbole de résistance, un symbole, toutes les injustices, en fait. Il y en a énormément d'injustices et de peuples qui souffrent en ce moment de génocide, etc. Bien sûr. C'est comme si le peuple palestinien symbolisait en fait toutes Mm. ces injustices et ces souffrances euh, qui en fait sont là, surtout aujourd'hui avec les médias, avec Internet, on voit tout en direct et Oui, oui. ça n'empêche pas que rien ne se passe dans la C'est ça le communauté mystère. internationale. C'est ça le plus révoltant en fait. C'est révoltant, mais pour moi, c'est un mystère. Il y a quelque chose, en fait. Pourquoi? Pourquoi, pourquoi il y a quelque chose qui tombe enfin quelque chose, quelqu'un qui tombe dans la rue ou qui a un malaise, t'as les pompiers, t'as 10 pompiers autour de lui. Et là-bas, avec tout ce qui se passe, personne ne dit rien. Et je me dis, il y a comme un secret, il y a un mystère, je sais pas. Je sais Ben, pas. c'est en fait tu as le côté humain où c'est révoltant et on comprend pas et c'est injuste et tu as l'autre côté plus de la foi du croyant ou ben, les croyants hein, qu'ils soient chrétiens ou musulmans mais même les juifs eux-mêmes Oui. Ouais. on sait pourquoi ça se passe et que ça doit se passer comme ça aussi. Je pense que c'est pour ça que les Palestiniens sont aussi forts en fait dans leur résistance et dans leur résilience, c'est que pour eux, ce sont des martyrs. En fait, ce sont des martyrs et ils montrent quelque chose au monde, mine de rien, même si c'est horrible ce qui se passe, ça réveille le monde entier et ça réveille, en fait, tout ce qui était pas que la cause palestinienne, en fait. Tout un tas de Non, choses qui en découlent et c'est le monde s'éveille à quelque chose, en fait, grâce ouais. à eux. Ouais. C'est au-delà C'est de ça. la Palestine et du peuple. Oui, oui, oui.
Ouais. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, oui. Et quand tu vois tous ces milliers de gens dans la rue, dans tous les pays de la planète, en fait. Ce drapeau palestinien, il a vu vraiment tous les lieux sur Terre. Mm. Et tu te dis, waouh, punaise, il y a un truc qui se passe. Et Oui. effectivement, moi, je le vois comme toi, c'est au-delà de la cause palestinienne, au-delà du drapeau palestinien. Il y a une conscience qui se réveille, une révolte, quelque chose qui se passe. Et bah, tant mieux. Et Allahu Akbar, oui, il confirme. Il C'est ça. confirme. Mais de Palestine avec ce point névralgique, en fait, quel est entre tous les prophètes, tous les saints, en fait, sont été concentrés là. Mm, On peut se dire pourquoi Dieu a choisi cette terre-là en particulier et que ces conflits-là, ils ont une raison qui nous mm. dépasse, qui dépasse la raison humaine, en fait, finalement. Ouais, Et c'est ouais. ça qui est compliqué, c'est parce que on sait que ça fait partie d'un plan divin, mais à la fois c'est révoltant sur le plan humain. C'est ça, c'est exactement C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'il m'a dit mon fils un jour. Il m'a dit, eh ben, tu sais, maman, si Dieu permet ça, c'est qu'il y a une raison. Je dis, mais oui, mais t'as raison, Dieu permet ça. Mais pourquoi il permet ça, Dieu? Parce que des fois, on est révolté contre Dieu, mais tu vois pas tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais, au fait? Mais effectivement, c'est plus grand que nous. Nous, on est tellement petits, on voit pas, au fait, qu'est-ce qui se passe réellement. C'est au-delà de notre compréhension humaine, mais humainement, oui, c'est révoltant parce que bah, toutes ces vies là, toutes ces générations traumatisées, toutes ces vies, voilà. Mais bon. Inch'Allah, un jour, les choses s'éclaircissent au bout du chemin, normalement, la Palestine est libérée et aïe, Jésus revient, Inch'Allah. ah bah, ah bah, quand ça sera, oui, quand ça sera la paix sur cette terre, je pense que la terre entière connaîtra la paix, hein. Mm. Ça, moi, je suis persuadée de ça, hein. Je suis persuadée de ça. Mm. Et pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce que quand même ta foi, ta foi t'a aidé à traverser ces périodes-là? Est-ce qu'elle a pu être un pilier, un support, ou c'est autre chose qui t'a aidé? Qu'est-ce qui émotionnellement, spirituellement, en fait, t'a aidé toi à traverser ou à traverser cette identité qu'est la tienne? À traverser mon identité, c'est d'abord ma foi, oui, c'est Dieu qui m'accompagne tous les jours, que ce soit dans les souffrances, dans les bons moments, comme dans les mauvais, comme tout le monde, en fait. Mais effectivement, ma foi d'abord. Et j'ai toujours été, Dieu, il m'a toujours envoyé j'aime bien dire des anges terrestres. Donc, des gens autour de moi. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été entourée par ma famille, mon mari, mes enfants, même ma famille en Palestine. Bon, eux, ils me consolent pas trop, c'est toujours l'inverse, mais ils sont présents. Voilà, si j'ai besoin de quelque chose, je sais que mes sœurs, on est très unis, on se parle beaucoup sur le réseau, voilà. Mm. Donc, voilà, quelques amis aussi. J'ai eu des amitiés comme mes amis qui ont accepté de m'accompagner en Palestine avec mes deux enfants. Voilà. Donc, Virginie et Fabrice, si un jour vous voyez cette vidéo, encore gratitude. Vraiment, c'est ça. Donc, voilà, il y en a toujours. Puis, il y a des gens comme toi et toi aussi, Unati, tu m'aides beaucoup depuis plus d'un an maintenant à cheminer. Voilà, sur ce chemin à connaître l'Égypte, sur le chemin de la rose, ça m'aide beaucoup. Ça consolide beaucoup de choses, ça me fait du bien. Et voilà, Dieu m'envoie, comme dit Jésus, mon Père, il m'envoie toujours dont j'ai besoin. Mm. Oui, C'est ça, mon Père m'envoie toujours. ce dont tu as Ce qu'il besoin. faut. Mhm, mhm. Est-ce que tu aurais alors un dernier mot, par exemple, si tu devais, euh, je sais pas, donner une dernière phrase aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton histoire, un conseil ou voilà, une dernière phrase pour clôturer, qu'est-ce que ton histoire pourrait inspirer aux autres? Parce que là, l'intention, c'était que tu partages ton histoire, mais qu'est-ce que tu aimerais transmettre justement à toutes ces personnes qui vont nous écouter? Euh, Peu importe la douleur ou les épreuves, l'être humain
la graine qui a mis Dieu en nous, dans l'être humain, elle est toujours plus forte que tout et elle gagne toujours. La lumière est là et puis la lumière, à un moment donné, voilà, elle sort, elle s'éparpille partout et c'est ce qui fait la force de l'être humain. Parce que des fois, on se dit, on regarde en arrière, on dit, ah oui, j'ai fait tout ça quand même. Moi, des fois, perso, quand je regarde tout ce que j'ai fait, quand je suis venue en France et tout, je dis, aïe, 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 comment j'ai pu faire tout ça? Hmm. Et donc ça, je transmets à mes enfants. Même ma fille, tout à l'heure, je lui dis, n'oublie pas d'appeler ta partie palestinienne pour t'aider. Et donc voilà, la force vient. On sait bien il y a les deux facettes, hein, l'ombre et la lumière. Ça, on en a parlé aussi dans tes formations, Unity. Et voilà, il faut la nuit pour arriver au jour. Et peu importe, bah, la force, elle est toujours là, Dieu est toujours là, la lumière est toujours là. Je sais que tout ce qui se passe en Palestine, c'est atroce. Moi, je vis la douleur tous les jours, hein. Tous les jours, je pleure quasi. Mais à la fin, je dis, non, la lumière est là. Je la sens, je sais qu'elle est là. Voilà. Hmm. Bon, écoute, je te remercie énormément d'avoir accepté de partager un Merci, bout Unique. de notre histoire et d'avoir voilà, donné naissance à cet échange. Merci à toi. C'est vraiment du fond du cœur. Dieu est passé par toi pour me dire, allez, vas-y, maintenant c'est ton tour. Tu parles de toi. Ouais. Donc, merci beaucoup. Et Merci, puis c'est avec joie. bravo pour ton courage aussi, qu'on peut voir en fait dans la continuité de ton histoire, en fait, vraiment quelque chose, une jeune femme de 18 ans pour avoir ce courage de quitter, de partir seule dans l'inconnu, de créer sa vie ailleurs et d'accepter d'être en quelque sorte déracinée, puis témoigner. Et puis, enfin, pour moi, c'est vraiment un témoignage de courage, en fait, ce que je retiens de ton histoire. C'est le courage, la résilience et une sérénité dans tes propos. Moi, quand je t'écoute, je me dis, mais punaise, elle a l'air calme, elle a l'air sereine. Donc, c'est aussi à la hauteur de ton courage, je pense. Donc, Merci, merci pour ça, merci. Anna. Merci beaucoup. Merci. Bah, quand tu as traversé tout ça, tu te dis qu'est-ce qui te reste? Hmm. Juste à rentrer, à retourner de temps en temps en Palestine, c'est tout ce qui me manque. De Hmm. manière sereine, c'est tout. Mais je te remercie du fond du cœur. Et puis, tu es quelqu'un de très précieux pour moi, Unity. Je te remercie. Merci à toi, Anna, toi aussi. Merci.